Évoquons aujourd'hui les aspects de droit pénal et de procédure pénale de la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette loi a opéré des modifications à la fois structurelles mais aussi techniques en matière pénale. En premier lieu, des modifications structurelles. Ces modifications structurelles concernent d'une part l'information judiciaire, d'autre part le jugement des contraventions et enfin le jugement des mineurs. S'agissant en premier lieu de l'information judiciaire, la collégialité systématique de l'instruction préparatoire qui avait été envisagée à la suite du scandale d'Outreau et introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 5 mars 2007, dont l'entrée en vigueur a été reportée à plusieurs reprises et, avec la loi du 18 novembre 2016, définitivement abandonnée. Notons toutefois que, conformément aux dispositions de l'article 83-1 du Code de procédure pénale, issu de la même loi du 5 mars 2007, lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information judiciaire peut faire l'objet d'une cosaisine. Donc, si effectivement la collégialité est abandonnée, elle est toujours possible de manière facultative. Dans un second temps, le jugement des contraventions, la loi du 18 novembre 2016, a tiré les conséquences de la loi organique du 6 août 2016, relative notamment aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats. Cette loi organique qui a supprimé les juridictions et les juges de proximité à compter du 1er juillet 2017. À compter de cette date, conformément à la loi du 18 novembre 2016, le tribunal de police sera la seule juridiction compétente pour juger l'ensemble des contraventions. Par ailleurs, l'article 523 du Code de procédure pénale dispose désormais que le tribunal de police est constitué d'un juge du tribunal de grande instance et non plus du tribunal d'instance. Toutefois, pour compenser l'arrivée d'un flux pénal important qui était jusque-là géré par les juges de proximité, le même article 523 du Code de procédure pénale dispose désormais que le tribunal de police pourra être constitué d'un magistrat exerçant à titre temporaire, non seulement pour les contraventions des 4 premières classes, mais également pour celles de 5e classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. À propos des magistrats temporaires, il est à noter que la loi du 8 août 2016, précitée, a modifié l'ordonnance de 1945 relative au statut de la magistrature en prévoyant que peuvent être nommés magistrats exerçant à titre temporaire les personnes âgées d'au moins 35 ans, que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires. En troisième lieu, enfin, s'agissant de ces modifications structurelles concernant le jugement des mineurs, les articles 29 à 33 de la loi du 18 novembre 2016 modifient l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. Comme annoncé, les tribunaux correctionnels pour mineurs sont abrogés à compter du premier jour du 2e mois suivant la publication de la loi au journal officiel, c'est-à-dire, en l'occurrence, à compter du 1er janvier 2017. Pour les renvois devant cette juridiction déjà opérés, seront compétents les tribunaux pour enfants. Il est à noter sur la justice des mineurs 2 dispositions techniques d'importance. D'abord, l'assistance obligatoire du mineur placé en garde à vue par un avocat. Et ensuite, le rétablissement de l'article 8-1 de l'ordonnance de 1945, qui avait été abrogé par la loi du 10 août 2011 et qui permet désormais de notifier à un mineur une obligation de comparaître devant le juge des enfants par officier de police judiciaire à la demande du parquet, et ce en matière correctionnelle. Il s'agit en réalité d'une transposition de la convocation par officier de police judiciaire applicable aux majeurs, aux mineurs. Après les modifications structurelles, en second lieu, des modifications techniques. Ces modifications techniques opérées par la loi du 18 novembre 2016 sont destinées tout d'abord à garantir une meilleure gestion du flux des contentieux et ensuite à opérer un certain nombre de modifications concernant le droit pénal routier. Pour ce qui concerne en premier lieu les nouvelles dispositions destinées à gérer le flux du contentieux, tout d'abord il faut relever la modification de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale qui est modifié de telle manière que désormais
l'intervention des organismes de sécurité sociale à l'audience du tribunal pénal pourra avoir lieu après les réquisitions du parquet. Cette modification est d'importance puisqu'elle permettra de mieux gérer la mise en état des dossiers répressifs, en particulier en matière de comparution immédiate, et d'éviter les renvois en comparution immédiate fondés sur l'absence de mise en cause des organismes sociaux. Pour autant, cette modification aura également pour effet d'accroître le nombre de renvois devant les audiences d'intérêt civil. En second lieu, il faut noter la création d'une nouvelle procédure, celle d'amende forfaitaire en matière délictuelle, qui va permettre de soulager les juridictions d'un contentieux de masse sans passer par une contraventionnalisation. Il est prévu par la loi du 18 novembre 2016 que l'action publique pourra s'éteindre via le paiement d'une amende forfaitaire pour un certain nombre de délits, excepté lorsque plusieurs délits auront été commis, lorsque le prévenu sera un mineur ou en état de récidive légale. Le mécanisme est identique au mécanisme de l'amende forfaitaire pour les contraventions. Le montant de l'amende sera minoré si elle est réglée rapidement, dans les 15 jours, sachant que d'ores et déjà, le législateur a envisagé ce mécanisme pour certains délits routiers, la conduite sans permis et le défaut d'assurance. Des modifications liées à gérer le flux du contentieux, ensuite des modifications en matière de droit pénal routier. Il est à noter une modification importante de l'article L 121-3 du Code de la route qui désormais opère un renvoi à un décret par Conseil d'État s'agissant de la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est redevable pécuniairement. Alors aujourd'hui, on a une liste. On avait plutôt auparavant une liste d'infractions énumérées dans l'article L 121-3. Ce mécanisme était notamment applicable aux infractions relatives aux vitesses maximales autorisées ou aux infractions relatives au non-respect de la distance entre les véhicules. Désormais, on supprime cette liste en renvoyant à une future liste qui sera prise en Conseil d'État. Évidemment, la question est de savoir si dans l'intervalle, le mécanisme prévu par l'article L 121-3 est toujours applicable. Autre modification intéressante en droit pénal routier, il s'agit de la création d'un nouveau délit, en tout cas d'un délit autonome, qui est la conduite sans permis en faisant usage d'un faux permis de conduire. Le législateur s'est montré assez sévère en la matière puisque ce comportement est désormais incriminé de manière autonome, donc par l'article L 221-2-1 du Code de la route, et cette infraction fait encourir 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Enfin, troisième modification qu'il convient de noter s'agissant du droit pénal routier, c'est la suppression de la peine obligatoire de la confiscation du véhicule, qui était jusque-là applicable en matière de conduite sans permis. Cette suppression de la confiscation obligatoire ne signifie pas que la confiscation n'est plus possible. Évidemment, elle est toujours possible, mais elle est facultative, ce qui permet au juge répressif d'exercer de manière plus effective qu'auparavant son pouvoir d'individualisation de la peine. Merci.